je vais, comme à chaque fois, commencer par présenter l'auteur, Jonathan Metz, qui n'est pas un historien, donc ça nous change un petit peu. Alors, il est, états-unien et donc en tant que personne qui a réussi aux États-Unis, il a son propre site, si vous voulez absolument savoir qui est cette personne. Il a 2 doctorats. Il a un doctorat de psychiatrie, enfin de médecine et il est psychiatre, et de, sociologie. Il a d'abord, fait des études, de médecine et ensuite il a fait des études, de sciences humaines qui l'ont amené à de la sociologie en thèse. Sa thèse, de sociologie porte sur les prescriptions et le genre avec, l'étude du Prozac. Elle a été, réalisée en 2001, soutenue en 2001 et elle est publiée en 2003. Mais, il a publié d'autres livres. En haut à gauche, donc c'est le livre issu de sa thèse. Donc là, c'est vraiment, la psychiatrie à l'épreuve du genre. En dessous, The Protest Psychosis, c'est Étouffer la révolte. C'est le seul bouquin de Jonathan Metzl qui a été traduit en français pour le moment. Lui, il est paru en 2010, et il a fait ses recherches en 2004-2005. Ensuite, les 2 autres bouquins, ils sont plus récents. Ils datent de 2019 et de, 2024. Donc en fait, on voit que, à chaque fois, il y a soit un rapport à la maladie psychiatrique, soit un rapport à la violence. Je le dis notamment pour le dernier bouquin qui, parle de tout ce qui est, armement aussi. Heu et à chaque fois, il essaye de croiser, ce domaine très large avec un groupe social, assez défini. Donc, dans le premier bouquin que je proposais, c'était les femmes. Ensuite, ça va être les personnes, hem, définies comme noires au XXe siècle, aux États-Unis. Ensuite, c'est au contraire les personnes qui se définissent comme blanches jusqu'à aujourd'hui. Et après là, c'est, un groupe un peu plus large, c'est tous ceux qui, défendent leur, liberté, d'être armés aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est un, c'est un contexte d'étude qui est très sociologique et très, centré sur les États-Unis. Concernant ce bouquin en particulier, c'est si on veut lui donner une étiquette, en termes de méthode historique, d'historiographie, il est au croisement de pas mal de courants. Donc bien évidemment, c'est de l'histoire des sciences, c'est l'histoire de la psychiatrie, c'est l'histoire des représentations parce qu'en fait, il va, étudier un peu la racialisation d'un diagnostic, lié à la maladie de la schizophrénie. C'est une histoire, sociale, surtout selon la définition d'Ernest Labrousse, pour qui, l'histoire sociale se structure autour de la notion de crise, en tant que la crise accentue les écarts sociaux et dévoile les rapports de domination qui structurent la société. Et en fait, il va dans le bouquin, Jonathan Metzl va étudier, en gros, le diagnostic et la prise en charge de patients, atteints de schizophrénie. Mais en fait, le moment clé de ce bouquin, c'est les années 60, avec, la notion de crise qui est le mouvement, des droits civiques et comment ce contexte-là va complètement changer, le diagnostic et la prise en charge, des patients. Et en fait, ça va même changer l'identité des patients qu'on va considérer comme atteints de schizophrénie. Et enfin, c'est aussi au croisement de la micro-histoire qui est, un courant historique, qui nous vient de l'Italie, parce que en fait, il va avoir des sources, nationales, mais en fait, lui, ce qu'il étudie précisément, c'est un hôpital psychiatrique, l'hôpital de Ionia, pas Iona, Ionia. Et il va suivre, plusieurs patients. Il va, sélectionner par, sa méthode qui est très sociologique, il va faire une sélection des dossiers et dans le bouquin, certains chapitres, retracent le parcours de certains patients. Ce qui est très poignant parce que c'est vraiment l'histoire de vies brisées par la maladie, par, l'incarcération et cetera. Donc il y a un côté micro-histoire. Mais dans la méthode, du traitement des sources, c'est une méthode sociologique avec une analyse qui est assez, quantitative. Concernant son sujet, il y a 2 choses qu'il répète énormément.
Son objectif n'est pas de nier la réalité d'une maladie. C'est pas parce que quand il va nous retracer la trajectoire d'un patient qui a été diagnostiqué schizophrène, heu, et que ça ne correspond pas à ce que nous, aujourd'hui, on appelle la schizophrénie, que, l'auteur est en train de dire: «La schizophrénie n'existe pas» ou «Ce patient n'était pas malade». C'est il est pas là pour dire, c'était vrai, faux. Il émet pas un jugement médical. Il essaye de comprendre, qu'est-ce qui fait un diagnostic? Voilà, c'est vraiment ça. Il essaye de comprendre historiquement quels facteurs amènent un psychiatre et même une institution à diagnostiquer certaines personnes. Voilà. Son autre objectif n'est absolument pas de, faire un diagnostic, anachronique. C'est-à-dire qu'il va pas dire: «Bah, vous voyez, ça, c'était vraiment pas un schizophrène, ce patient qui est mort il y a tant d'années, en fait, il relevait de telle autre maladie». C'est de l'anachronisme, c'est ce qu'on appelle du présentisme historique, c'est-à-dire on appliquerait notre définition actuelle des maladies, à un diagnostic d'une époque où, ces maladies n'avaient tout simplement pas la même définition et donc ne voulaient pas dire les mêmes choses. Donc il est pas du tout là pour dire, «Ah bah, tel psychiatre a eu faux à telle année, c'était pas, un schizophrène le patient, c'était, autre chose». Il est pas là pour ça non plus. Son but, et là je le cite, hein, c'est d'analyser les évolutions du diagnostic de schizophrénie, la définition de la maladie, la liste des symptômes pris en compte, la typologie des patients, sociale, économique et cetera, et l'image que cette maladie a aussi dans l'opinion publique. Pour ça, il utilise des sources très variées. Il va utiliser bien évidemment les sources médicales avec les manuels qui vont, guider les diagnostics des, psychiatres, avec les dossiers des patients dans lesquels il va y avoir les rapports des psychiatres, des aides-soignants, des infirmiers, des gardiens. Il va y avoir énormément de choses dans ces dossiers. Il y a aussi les tickets de consommation des patients, il y a les lettres, les correspondances avec la famille, ce genre de choses. Ensuite, autre grande catégorie de sources, la presse nationale. Alors la presse nationale, la presse dominante, hein, donc le New York Times, tout ça. Il va y avoir aussi un traitement, de la presse africaine-américaine pendant le mouvement des droits civiques et la presse médicale. Ensuite, il y a, une catégorie, qui va être les publicités, notamment, c'est les publicités, pour des, médicaments pour les maladies psychiatriques et ça apparaît à partir des années 60 et on va voir qu'en fait, elle véhicule énormément de préjugés sur la schizophrénie. Et enfin, il va y avoir les discours des leaders du mouvement des droits civiques et il va y avoir quelques témoignages d'anciens employés, sachant qu'il a essayé de retrouver des anciens patients et qu'il n'en a retrouvé aucun, ce qui veut quand même dire quelque chose. Son sujet, c'est donc le diagnostic et la prise en charge des patients, qui sont, diagnostiqués schizophrènes aux États-Unis, tout au long du XXe siècle, avec comme séquence clé les années 60-70, parce qu'il a l'hypothèse d'une racialisation de la maladie de la schizophrénie aux États-Unis à ce moment-là. Son lieu clé où il va chercher ses sources principales, ça va être, l'hôpital d'Ionia, je vais pas y arriver, hein. Il appartient à l'État du Michigan. Il se situe donc dans la ville d'Ionia, voilà. C'est un milieu plutôt rural, blanc, plutôt classe moyenne, mais proche de Détroit, ce qui va avoir une importance. Il ouvre en 1885, il ferme en 1777. Il est dans le nord des États-Unis, donc il n'est pas sous le régime de la ségrégation. Il a une particularité, c'est que les patients qu'il reçoit sont des condamnés et de fait, la plupart des patients qu'il reçoit, que l'hôpital reçoit, vont rester au-delà de, leur peine. La plupart, ils restent en fait à vie et donc aller à Ionia pour les patients, ça veut quand même dire généralement être condamné à vie. Maintenant, la schizophrénie, tout le monde n'est pas, spécialiste, moi la première. Donc un petit rappel, on va dire, de, ce qu'est la schizophrénie,
par, une approche historique et donc comment est-ce qu'elle a été définie et cetera. Donc en fait, la définition de la schizophrénie que je vais donner, c'est la définition qui va être valable à partir du début de la séquence historique que l'auteur étudie. Donc je ne vais pas donner la définition actuelle. Donc, déjà le mot schizophrénie, c'est un mot qui vient d'Europe. Donc pour les États-Unis, c'est un mot qui est importé et qui va, du coup avoir un certain filtre culturel. Alors, en gros, la création de ce mot, vient d'un débat, d'une controverse entre 2 psychiatres, heu, Kraepelin et Bleuler. En gros, Kraepelin, va, définir une, maladie qui était déjà prédéfinie par John Haslam dès 1809. Donc là, on est au courant, 19e siècle, fin 19e siècle. Donc en gros, Kraepelin va parler de démence précoce, pour désigner une folie affectant les adolescents doués de grandes capacités intellectuelles, mais qui voient leur curiosité ordinaire et leur affection pour leurs proches baisser drastiquement dans une sorte de torpeur. Pour lui, la démence précoce est une maladie biologique causée par des lésions organiques ou un métabolisme défectueux. Selon sa définition, 75% des patients qui auraient une démence précoce auraient une maladie incurable. De là, son ancien étudiant, Bleuler, va, critiquer son approche et considère qu'en fait les termes de démence et de précoce sont des termes trop anciens pour désigner un diagnostic, qui, ne correspond pas au terme. Donc en gros, il dit: «Il y a un décalage historique». Donc c'est intéressant parce que dès le début, on parle de décalage historique dans les définitions d'un diagnostic. Donc pour lui, c'est moins un trouble, biologique qu'une division psychique des fonctions de base de la personnalité et pour, mieux définir la maladie, donc il parle de la même maladie, hein, simplement il dit: «C'est pas la bonne définition, c'est pas le bon mot. Démence et précoce ne renvoient pas à une réalité qui serait les symptômes décrits dans le diagnostic». Donc pour lui, il va reprendre des mots grecs, le mot de division et le mot de esprit et ça donne schizophrène. C'est sa terminologie à lui qui s'impose. En étant importé aux États-Unis au début du XXe siècle, il va y avoir en fait, une séparation de ces d 2, définitions de la maladie, démence précoce et schizophrène et donc en fait aux États-Unis, démence précoce et schizophrénie ne définissent pas la même maladie. Alors qu'en Europe, c'est la même maladie, sauf qu'on va la mettre à jour, dans sa terminologie. Et donc aux États-Unis, au début du XXe siècle, la démence précoce, c'est la folie des personnes qui sont marginales, dont les personnes noires. Pourquoi est-ce que, elles seraient atteintes de cette maladie? Bah, parce que, et donc là, on rejoint tous les discours racistes, qui disent que, une personne noire biologiquement, est incapable de gérer sa liberté et c'est pour justifier, bien évidemment, l'esclavage et donc du coup, ce qu'on appelle aux États-Unis la démence précoce, c'est, en gros, une folie qui est racisée, et qui permet de justifier un système de domination esclavagiste. Ça va renforcer, tout ce qui est eugénisme et donc la terminologie de démence précoce est très à la mode dans les années 20 et les années 30. En parallèle, la schizophrénie va également être adoptée. En fait, la schizophrénie aux États-Unis, c'est l'opposé de la démence précoce. C'est-à-dire que c'est, la maladie de personnes qui restent quand même, intégrables à la société. C'est pas des marginaux. Donc c'est pas une maladie qui va être liée à la violence, donc on va pas retrouver dans la presse, dans la couverture des, faits divers, on va pas parler de schizophrène au début du XXe siècle, on va parler de démence précoce, ce qui va changer à partir des années, 50-60. Et donc c'est, la schizophrénie aux États-Unis, tant dans l'opinion populaire que dans l'opinion médicale, c'est une maladie qui n'est pas violente, qui ne touche pas le corps noir, mais l'esprit blanc. Parce que les personnes schizophrènes dévient de la norme, ne sont pas totalement exclues et peuvent être réintégrées. Donc la schizophrénie, c'est une maladie du «nous» qui invisibilise les patients racisés dans une société où il y a la ségrégation.
Ça veut dire qu'aux États-Unis, on reprend pas les, théories qui, touchent la fin de carrière de Bleuler, qui sont des théories racistes selon lesquelles les races inférieures ont des prédispositions à la schizophrénie. Ces, théories-là ne vont pas, prendre pied aux États-Unis avant les années 60. À l'époque, il y a pas énormément de termes, hem qui ont une valeur médicale. Par exemple, le terme de dépression, il apparaît pas avant les années 60 et il ne vaut pas un diagnostic médical avant les, années 80. Donc, en fait, il y a, la démence précoce et la schizophrénie, ça va être quand même des, mots valises. On va y mettre quand même beaucoup de choses, mais ça va créer 2 grandes catégories de folie, on va dire. La folie du marginal, du violent, de la personne racisée et la folie du blanc, heu, qui a trop de pression, qui a un esprit, trop, en fait, ça va être un peu la folie de l'artiste, quoi. Et donc, au fond, de quelqu'un qui ressemble quand même à la société idéale vue par les États-Unis. Alors maintenant que j'ai essayé de vous expliquer, ce qu'est la schizophrénie au début du XXe siècle, je vais, partager mon compte rendu en, 3 séquences, la troisième étant la plus longue, hein, qui sont chronologiques. Donc durant la première moitié du XXe siècle, l'auteur va recouper, toutes les sources qu'il a, les manuels, psychiatriques qui guident les diagnostics, les représentations dans l'opinion publique, notamment avec la presse nationale, qui couvre les faits divers et cetera et les dossiers des patients et en gros, il en arrive à la conclusion que, heu, entre les années 20 et les années, 50, à partir du moment où aux États-Unis, on va utiliser médicalement le mot schizophrénie, les personnes qui sont diagnostiquées schizophrènes, ce sont des femmes blanches de la classe moyenne qui ne parviennent pas à remplir leurs fonctions d'épouse, de mère et de femme au foyer. Elles ne sont pas considérées comme dangereuses, même si pour les femmes qui sont, internées à Ionia, elles sont passées par le système judiciaire. Donc généralement, c'est des femmes qui sont, condamnées pour trouble à l'ordre public parce qu'elles ont fait une crise, publiquement parce que leurs maris se sont plaints qu'elle leur met la honte littéralement et donc en fait, du coup, il y a un juge qui va devoir, prendre la décision de est-ce que c'est un délit dont elle est responsable ou pas? Si elle n'est pas responsable, hop, toutes les femmes qui vont être jugées non responsables parce que, porteuses d'une maladie, vont aller à Iona. Toutes les femmes du Michigan et ce sont des femmes blanches. Ce qui est intéressant parce qu'il y a quand même la ville de Détroit à côté. En fait, les femmes, noires, les femmes africaines-américaines, ça c'est notre définition des femmes noires aux États-Unis, mais aussi toutes les femmes qu'on va mettre dans la catégorie noire à l'époque. Donc en fait, ça veut dire toutes les femmes dont les parents ne sont pas nés aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne. Ces femmes-là peuvent atterrir dans la catégorie noire. C'était une catégorie, très, très large, plus large que ce que nous aujourd'hui on appelle africains-américains. Et ben, toutes ces femmes-là, elles Oui, apparaissent pas. les Italiens pouvaient être considérés comme noirs à l'époque, hein, Et donc voilà, voilà. Et donc, toutes ces femmes-là, bah, elles sont pas prises en charge par le système. Elles apparaissent pas dans les sources. Donc elles ont encore une autre histoire de la psychiatrie qui est une histoire très certainement, solitaire. Et du coup, le groupe de patients diagnostiqués schizophrènes dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis, c'est pas le groupe de patients le plus craint, c'est pas le groupe de patients le plus, nombreux. En fait, c'est, voilà, c'est la plupart des femmes qui sont là, mais les femmes elles-mêmes sont les peu nombreuses par rapport aux hommes et les dossiers et les témoignages des personnes qui ont travaillé à Ionia, disent bien que eux, à l'époque, ce dont ils se méfiaient le plus, c'est les, personnes qui étaient diagnostiquées pour des troubles sexuels, dont les homosexuels, mais également tout ce qui a été, des, délinquants sexuels. Donc il y avait, qui avait, fait oh là là, une agression et cetera. Donc les personnes, diagnostiquées pour troubles sexuels, ça regroupe vraiment, un groupe très varié, mais en fait, à l'époque, c'était d'eux dont on avait le plus peur et ils étaient dans un bâtiment à part. C'était là où il y avait la haute sécurité, quoi.
À partir du milieu du siècle, à partir des années 50, il y a plein de changements qui sont à l'échelle nationale et qui sont aussi à l'échelle très locale de l'établissement, qui l'étudie. Parce que, si je pars de cet hôpital, ben, en fait, il y a énormément de nouveaux patients. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi fédérale qui oblige les hôpitaux publics psychiatriques à recevoir tous les patients que les tribunaux envoient. Jusque-là, il y avait un espèce de tri. Et donc en 1948, on a 1 475 patients pour 1 221 lits et 6 psychiatres. Voilà. Donc, les conditions étaient déjà difficiles et ça va pas aller en s'améliorant. À ce moment-là, comme, il y a une arrivée de beaucoup de nouveaux patients, on va un peu redispatcher les patients qui étaient là. Donc les femmes, ceux qu'on appelle les pervers sexuels, les petits criminels vont être transférés, pardon, dans des établissements moins fermés, moins restrictifs parce que, c'est ceux qu'on considère toujours comme, réinsérables dans la société. En parallèle, ce qui explique aussi pourquoi à Ionia, il va y avoir vraiment beaucoup de nouveaux patients. En 1952, il va y avoir une émeute générale dans une prison fédérale du sud de l'État du Michigan, qui va durer 4 jours, qui va être couverte par la presse internationale parce qu'il va y avoir des prises d'otages, il va y avoir de l'armée qui va intervenir. Enfin, c'est une affaire, extrêmement complexe, mais en gros, les détenus les plus violents pendant l'émeute, vont être tous transférés à Ionia. Et donc, il va y avoir un changement radical dans la prise en charge des détenus, dans la gestion de la violence, dans les objectifs, du suivi médical qui va être de moins en moins de réintégrer et de plus en plus d'endiguer la violence et même physiquement, l'établissement va commencer à se doter de barbelés et cetera. Donc c'est il va devenir de plus en plus carcéral. Même si avant, c'était pas la joie non plus, hein, il y a le cas d'une femme qui va être, diagnostiquée, schizophrène. Elle va rester 6 mois là-bas. On est en 1941 et en 6 mois, elle reçoit 22 électrochocs et 15, heu, hydrothérapies. Mais alors c'est pas l'hydrothérapie d'aujourd'hui, hein, l'auteur explique bien, c'est un peu de la torture, quoi. Mais voilà, je suis pas en train de dire qu'avant c'était tout joli, tout mignon et tout bien, mais là ça devient de plus en plus, un établissement, de type carcéral. En 1952, il y a aussi un nouveau manuel national, donc un manuel destiné aux psychiatres, hein, qui met en avant l'approche psychanalytique des soins et qui impose la notion de réaction dans les diagnostics psychiatriques, qui renvoie les causes de la maladie aux conflits liés à la petite enfance. Donc en gros, on met en avant la psychanalyse, mais en fait, les patients sont de plus en plus nombreux, les moyens sont les mêmes. Donc dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de moyens pour créer, des vraies séances de psychanalyse, un vrai suivi, mais dans le diagnostic, on va, intégrer des nouveaux termes, dont la notion de réaction qui est très importante parce que ça va être utilisé dans les années 60, au moment où on va racialiser le diagnostic de la schizophrénie. Les hôpitaux, publics, du coup, ils sont en sureffectif de patients, en sous-effectif, d'employés, de médecins et cetera. Donc ils sont en crise, mais ça va pas être encore dit. Il faut attendre les années 60 pour qu'on dénonce, cette situation-là. Et en même temps, dernier grand changement des années 50, les premières utilisations de traitements médicamenteux pour les maladies psychiatriques et le tranquillisant va beaucoup modifier la psychiatrie dans les hôpitaux publics. Il y a un grand préjugé qui dit qu'à partir du moment où, les sociétés de pharmacologie ont, distribué, vendu, des tranquillisants, bah, les hôpitaux se sont vidés de leurs patients. Mais en fait, pour Ionia, c'est l'opposé qui se passe. C'est-à-dire que, l'État va justifier le fait qu'on envoie de plus en plus de patients à Ionia en disant: «Vous n'avez pas besoin de plus de moyens, vous avez qu'à leur donner des tranquillisants». Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc en gros, ce nouveau traitement va permettre à l'État de encore tirer sur la corde, et va malheureusement, pour les patients,
ça va encore dégrader leur suivi, psychiatrique, en fait. Et en plus, bah, ça l'auteur le dit, hein, mais les doses qui étaient données, mais alors c'était, quelque chose qu'on ferait jamais aujourd'hui et qui étaient des doses, qui pouvaient pas soigner, mais qui en fait, mettaient dans une sorte de léthargie et parce que voilà, ce qu'on traitait en fait, c'était la violence. C'était la violence et la surpopulation, c'était pas, la maladie. À partir des années 50. On va avoir encore un changement. Donc dans ce contexte quand même de dégradation, de tension, on va avoir du coup à Ionia une arrivée massive de patients considérés comme noirs. Ce que soulève, l'auteur, et là c'est sa thèse, hein, c'est sa thèse à lui, c'est qu'en fait, ils sont plus diagnostiqués comme antisociaux, mais comme schizophrènes. On parle plus d'antisocial, on parle de schizophrène, alors que leurs symptômes ne changent pas. Pour l'auteur, le changement, c'est le paradigme d'interprétation de leurs actes parce qu'il y a racialisation de la maladie de schizophrénie. Donc en gros, avant la schizophrénie, c'était une maladie de la femme blanche de la classe moyenne. À partir des années 60, la schizophrénie, c'est la maladie de l'homme noir révolté. Dans les années 60, il y a le mouvement des civil rights qui fait qu'il y a des révoltes et donc en fait, la psychiatrie va accompagner ce changement social, général et va s'y adapter tout en renforçant sa position d'autorité, en fait et à ce moment-là, le diagnostic, il veut pas tant donc là, c'est une analyse à l'échelle vraiment générale, hein, pas individuelle. Mais en gros, à ce moment-là, le diagnostic, il a pas tant pour objectif de soigner une personne malade que de contrôler le corps social. Voilà, ça c'est la grande thèse du bouquin, qui est assez facile à comprendre. Là où ça va être plus compliqué pour lui, une fois qu'il a lu sa thèse, c'est d'essayer de, identifier bah, cette racialisation de la maladie, sur quel ressort elle repose? Parce qu'en fait, c'est facile de dire: «Ah bah, le diagnostic est raciste, il y a un homme noir, qui est, pas con qui est en colère, pof, il est schizophrène». Heu, OK, donc ça veut dire que tous les médecins étaient racistes? OK, sauf qu'en fait, les médecins, ils suivent ils suivent un manuel. Donc après, on peut dire: «Bah, le manuel, il était raciste», OK, mais en fait, à chaque fois, ça ne suffit pas, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de juste l'autorité médicale, ça ne suffit pas. Bien évidemment, en histoire, on le connaît, hein, c'est toujours pareil, une évolution est multifactorielle. Elle a toujours plusieurs causes et donc là, lui, il va essayer de comprendre, tous les facteurs qui ont conduit à, cette, identité raciale de la maladie de la schizophrénie aux États-Unis à partir des années 60 et donc il va commencer par, l'autorité médicale. En 1968, il y a un nouveau manuel qui est publié pour, donc à chaque fois que je parle de manuel, je parle de ces livres qui aident les médecins à poser leur diagnostic. En 1968, ce nouveau manuel, il paraît après plusieurs années d'échanges avec les hôpitaux psychiatriques publics. Donc les médecins, ils étaient, au courant de la nouvelle nomenclature avant qu'elle soit publiée, officiellement et ils ont adopté cette nouvelle nomenclature un peu en avance et l'objectif, c'est terrible parce que l'objectif, c'était essayer de sortir le diagnostic psychiatrique du contexte culturel. Ça veut dire que on va essayer de ne plus avoir une définition nationale ou raciale ou genrée ou sociale, tout ce que vous voulez, d'une maladie psychiatrique. Donc l'objectif, il est d'essayer d'avoir un diagnostic le plus neutre possible. Ça va reprendre du coup beaucoup de termes et de, symptômes, de listes de symptômes qui sont internationaux. Parce que, aujourd'hui encore, hein, la définition de, je sais pas, la psychopathie, alors désolée, je suis pas une grande spécialiste du tout, du tout, du tout, mais c'est pas la même en Russie qu'aux États-Unis, par exemple et donc en gros, ce manuel, il essayait de dire: «Bah, il faut qu'on ait à peu près la même définition que tout le monde, qu'on n'ait pas une définition états-unienne, qu'on n'ait pas une définition
qui dépend de nos biais culturels à nous. En gros, c'était ça le but. Malheureusement, ça va être un peu contre-productif parce que, ce manuel va définir plusieurs types dans la schizophrénie et le type paranoïde va être complètement racialisé. Alors, je reprends. La schizophrénie de type paranoïde, c'est l'hostilité masculine, violente et agressive, que les malades rationalisent en rejetant sur les autres les causes de leurs problèmes. Ce qui, avant, tout ce que je viens de dire là, rejeter sur les autres les causes de ces problèmes psychiatriques, c'était avant défini comme une réaction antisociale. Et la réaction antisociale, c'était l'étiquette médicale qu'on posait sur la théorie raciste, comme quoi un esclave noir devenait fou en se libérant parce qu'il était incapable de, de gérer la pression de la liberté. Donc en fait, ils intègrent un bout de définition qui est complètement raciste. Et du coup, en fait, ça va racialiser tout le pan de la schizophrénie qui est dite de type paranoïde. Ça va exclure complètement les femmes blanches de la classe moyenne. Donc ces femmes, elles, en fait, ce qu'elles vont vivre, c'est que, elles vont être, elles vont avoir un nouveau diagnostic et ce nouveau diagnostic, ça va être de plus en plus la dépression. En plus, dans le manuel, il est bien notifié que la folie féminine résulte d'une instabilité de l'humeur plutôt que de l'intellect. Donc ça ne rend pas la folie féminine, donc une femme, par définition, ne pourrait pas être schizophrène parce que sa folie ne reposerait pas sur l'intellect, mais l'humeur. Donc voilà, donc le grand manuel qui se veut, très objectif, il a un petit peu, échoué et je ne parle pas du fait qu'il définit l'homosexualité comme une maladie psychiatrique. Donc ce manuel-là, il va être très vite bien critiqué, heu surtout à propos de l'homosexualité et donc là, l'auteur, il dit: «Bah, on va prendre un petit peu, ce qui concerne la schizophrénie de type paranoïde et en fait, heu, en ayant cette définition verticale, on peut pathologiser la révolte et du coup, le mouvement des droits civiques». Sachant qu'en 1965, dans le mouvement général des droits civiques, il y a une grande scission entre, les pacifistes, donc nous, on connaît, Luther King, et d'autres militants qui, eux, veulent rentrer dans, la lutte armée. Ça va être la fondation du Black Power. Ça va être, plus tard, quelques mois plus tard, la fondation du Black Panther Party. Ça va être aussi la fondation, du Nation of Islam. Donc tous ces groupes-là vont être entièrement pathologisés. Tous les membres de ces groupes-là vont relever de la schizophrénie paranoïde et c'est dans les avis de recherche du FBI, c'est ça. Ils le recherchent p parce que c'est un fou dangereux. Ils recherchent ce membre-là parce que c'est un fou dangereux, parce qu'il est schizophrène paranoïde. Pourquoi? Parce qu'il s'est révolté de manière violente. Voilà, donc il y a vraiment, la psychiatrie va pathologiser une crise sociale, en fait et un groupe particulier. C'est tous ces stéréotypes, du coup, qui relient, l'africain américain avec la schizophrénie paranoïde et donc violente. Parce qu'en fait, du coup, on fait 2 liens. On fait, personne noire égale schizophrène égale violence. Et donc la schizophrénie, elle va être aussi systématiquement reliée à des phénomènes de violence. Alors qu'aujourd'hui, la définition médicale de schizophrénie, n'indique pas, plus de violence que d'autres maladies, psychiatriques. Et donc, ça va être aussi diffusé par les publicités pharmaceutiques. Et là, franchement, ça vaut la peine d'aller voir. Donc, toutes les publicités pour des psychotropes, c'est des publicités qui mettent en scène des hommes noirs, qui sont en train de casser des choses, qui sont en train de brûler, des bâtiments ou ceux qui avaient moins de budget, bah, en fait, ils prenaient, des éléments de ce qu'on appelle la culture africaine, c'est très large, mais en gros, ils prenaient, des masques, des statues et ils disaient, «Contre le primitivisme, 2 points, le nom du médicament». Donc c'est des publicités hyper racistes, mais en fait qui renforcent le lien, personne noire, schizophrène, violent.
Là où c'est intéressant, c'est que, parce que là justement, je suis en train de vous décrire une évolution qui est hyper verticale. C'est-à-dire, l'autorité a décidé que, heu, les personnes noires qui se révoltent, qui usent de violence, sont malades et sont schizophrènes paranoïdes. Et ben, en fait, ça fonctionne pas. Une imposition à ce point vertical ne fonctionne pas s'il y a pas une évolution qui est aussi horizontale, en fait. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, quand on regarde, les sources qui émanent, du mouvement des droits civiques, le terme de schizophrénie est extrêmement employé, mais en gros, ça va être, un terme qui va être renversé. Le discours officiel, c'est les personnes noires qui se révoltent deviennent de fait, schizophrènes, elles sortent de la norme, elles sont dangereuses et cetera. Et ben, dans le mouvement des droits civiques, la théorie principale, ça va être on nous im la société est schizophrène. La société est divisée, on nous impose à nous, dans notre intérieur, de vivre selon, des, normes qui sont complètement contradictoires, notre, soi-disant liberté et la ségrégation et cetera. Et donc en fait, la schizophrénie va être utilisée pour dénoncer la ségrégation. Ça va être aussi, une métaphore de la société américaine. Ça va être, une maladie, qu'on va, coller sur les personnes racistes, en fait. La violence des personnes racistes va être une violence schizophrène parce que ça va être une violence qui divise la société, en gros. Et donc ça, c'est intéressant parce que, ça explique aussi que, hem, c'est pas juste un camp, on va dire, qui va diffuser une idée. C'est que ce mot schizophrénie, il veut pas dire la même chose selon, les idées des personnes, mais il va, dans tous les cas, être largement diffusé. Et du coup, la les stéréotypes vont pouvoir, s'impliquer, encore plus facilement. Du coup, dans les années 60, la construction politique du diagnostic de schizophrénie paranoïde positionne la psychiatrie comme autorité contribuant à donner un sens à la crise des civil rights. Le mouvement lui-même contribue à renforcer la psychiatrie en tant qu'autorité, traitant, outre les maladies individuelles, les pathologies culturelles. Et au final, en fait, le fait que, à l'échelle individuelle, un médecin voit, un prisonnier noir arriver avec, des jugements pour des crimes violents, et qu'on lui dise: «Bah, tu dois diagnostiquer ce patient-là». En fait, le fait que le diagnostic quasi systématique, c'est schizophrénie de type paranoïde, ça ne relève pas uniquement du racisme individuel de ce médecin. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce qu'il y avait un passage d'un dossier où, il y a un homme, un détenu qui arrive, qui, fait partie, de Nation of Islam et qui, dit à son psychiatre, enfin au psychiatre qui découvre, hein, qui lui dit: «De toute manière, toi, tu es un blanc, tu vas pas comprendre et tout». Et en fait, il s'avère que, le psychiatre n'est pas considéré comme un blanc à l'époque, ni encore aujourd'hui, c'est une personne racisée. C'est une personne qui vient des Philippines, en fait. Mais voilà, on même dans, ceux qui sont victimes de cette évolution, les catégories raciales et les catégories médicales, sont des structures mentales, qui dominent, en fait. Et du coup, voilà, ce que dit l'auteur, c'est bon, bah, au lieu de juste dire: «Ah, c'est pas bien les médecins, ils étaient, racistes et du coup, les pauvres patients», il essaie de montrer un système beaucoup plus général. Et donc il va tomber dans des définitions, de, racisme, structurel et cetera. Dernier phénomène, historique qui va, participer à cette, généralisation du diagnostic, c'est, dans les années 60 et les années 70, le mouvement qu'on appelle désinstitutionnalisation, qui touche apparemment pas mal de sociétés, y compris les États-Unis, et qui va être porté par un mouvement qu'on appelle l'antipsychiatrie, qui est un mouvement très large qui prend en compte autant les personnes qui pensent que la maladie mentale n'existe pas, que les personnes qui, pensent que la maladie mentale existe, mais que les conditions de traitement sont inhumaines et cetera. Donc en fait, ça va regrouper un peu tous ceux qui critiquent la psychiatrie telle qu'elle est, telle qu'elle existe et telle qu'elle est pratiquée à ce moment-là.
et en fait, c'est un mouvement qui va être assez puissant aux États-Unis parce que, il va y avoir des associations, il va y avoir beaucoup de médiatisation autour des soins, médicaux qui sont, carcéraux, qui sont, hyper violents, avec, ouais, beaucoup de violence et de douleur et du coup, il va y avoir une loi en 1963 qui oblige les hôpitaux psychiatriques publics à libérer les 2 tiers de leurs patients dans les 15 années suivantes. Et du coup, à Ionia, on passe de 3 000 patients en 1960 à 343 patients en 1973. Les patients eux-mêmes, ils ont assez peu évolué parce que malheureusement, les conditions de leur traitement ne leur permettaient pas souvent de guérir, hein. En moyenne, par an, il y avait 15 patients qui sortaient. Tous les autres, ils restaient internés et donc en fait, ces sorties de patients, c'est pas des sorties de patients considérés comme guéris, mais c'est simplement que, la barre administrative, elle a bougé et désormais, ils sont plus considérés comme suffisamment dangereux ou marginaux pour, être réintégrés et donc ils sont réintégrés et en fait, il va y avoir une explosion d'un phénomène qui est, le sans-abrisme, en fait, parce que, il y a pas de, il y a pas de, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a pas de D'accompagnement, en gros. structure, ouais, il y a pas de structure qui accompagne. Hem En plus, à Ionia, c'est un hôpital qui va avoir une hyper mauvaise réputation et qui va être visé par l'antipsychiatrie parce qu'en, 1 semaine, il y a 2 suicides de patients, il y a un des à ce moment-là, il y a plus que 4 psychiatres. Il y a un des 4 psychiatres qui est un alcoolique, notoire qui s'endort, pendant les examens et cetera. Il y a pas de pharmacien à Ionia, ce qui est quand même un peu embêtant et il va y avoir une épidémie d'IST. Il va y avoir 15 patients, qui vont être, touchés de gonorrhée, dans un secteur fermé, 100 masculin. Donc ça fait scandale. Et donc au final, avec la désinstitutionnalisation, on a bougé les, patients, qu'on considérait comme, pas dangereux dans des établissements qui sont, moins, fermés et les autres, en fait, on va les libérer et donc à Ionia, il va rester plus que des personnes noires diagnostiquées schizophrènes. En 1977, l'hôpital, il va fermer parce qu'il est plus aux normes, parce que, la désinstitutionnalisation, en fait, elle va s'enchaîner sur un autre moment qui va être, bah, la crise pénitentiaire. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont, enfermés pour des durées de plus en plus longues. Aux États-Unis, dans les prisons fédérales, en 1974, il y a 218 000 détenus. En 2000, il y a 1 300 000 détenus. Et donc, du coup, Ionia va être fermée, réaménagée quasiment totalement, et ça va devenir une prison. Dans les conclusions, et j'ai bientôt terminé. Dans les conclusions, l'auteur rappelle que son but, c'est d'étudier comment le traitement matériel de la schizophrénie est modelé par des facteurs sociaux, politiques et institutionnels, des facteurs qui l'emportent sur les seules données cliniques, chimiques ou biologiques. Il considère que réduire les évolutions du diagnostic de schizophrénie au racisme des médecins à l'échelle individuelle ne permet pas d'expliquer l'ampleur du phénomène ni son cadre historique. Donc, il utilise la notion de racisme institutionnel qui a été forgée pendant, le mouvement des droits civiques par Karl Michael. C'est un concept qui ne désigne pas les préjudices fondés, donc là je cite, hein, qui ne désigne pas les préjudices fondés dans les actes ou les croyances des individus, mais celles qui s'inscrivent dans les fonctions mêmes des structures et institutions sociales. Le racisme institutionnel fonctionne à un niveau supérieur aux perceptions et intentions individuelles et travaille à maintenir le statu quo dans les sociétés capitalistes au moyen de structures comme le découpage de territoire, l'économie, les écoles, les tribunaux. Et donc l'auteur rajoute les hôpitaux. En 1960, 88 des personnes racisées, dont 96 sont des hommes, sont diagnostiquées schizophrènes à Ionia. Au contraire, 44 des personnes blanches sont diagnostiquées comme schizophrènes à Ionia. Donc on voit bien qu'il y a un énorme déséquilibre. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs études scientifiques qui montre que la schizophrénie est une maladie qui touche 1 de la population humaine, quels que soient les groupes
qu'on pourrait créer dans une étude, que ce soit des groupes sociaux, économiques, raciaux, et cetera. L'auteur dit que, au final, ce qu'il raconte, ça a été déjà un petit peu pris en compte, heu, dans la manière de faire de la psychiatrie aux États-Unis et que, aujourd'hui, les étudiants, doivent valider une discipline qui s'appelle la compétence culturelle et donc la compétence culturelle vise à donner des clés aux médecins pour qu'ils se disent: «Ah tiens, je suis face à un patient de telle culture, donc je dois retirer mes, préjugés sur ça, 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 ça et peut-être que, ce qu'il va dire de telle manière va être lié à sa culture et ne veut pas dire la même chose dans sa culture que dans la mienne». En gros, c'est ça le but. Pour l'auteur, c'est plein de problèmes, cette discipline-là parce que déjà ça, en fait, ça renvoie, le problème à l'échelle individuelle, alors que justement lui, il a essayé de prouver que l'échelle de ce racisme, il est structurel, il est institutionnel, il n'est pas juste le médecin, qui a des biais. Ensuite, en fait, il dit: «Bah, ça rend responsable le médecin et uniquement le médecin parce qu'il y a pas d'échange, en fait» et donc encore aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous croisez des gens, vous allez peut-être leur donner une assignation identitaire que eux mêmes n'ont pas, ne se donnent pas et en plus, enfin, bah, c'est de l'assignation identitaire XXL et ça représente, la culture dans une définition qui est raciale, en fait. C'est-à-dire: «Ah, il a cette couleur de peau, bon, bah, alors il doit avoir cette culture et tout, donc ça crée un lien culture-race qui est hyper problématique. Je rappelle que le terme de race aux États-Unis, il est valable contrairement à en France, hein. Ça fige, les cultures, dans des espèces de monolithes, intemporels, asociaux, tout ce que vous voulez, quoi. Donc lui, il dit, «Ça, c'est pas une solution, et donc il faudrait trouver, une solution à l'échelle du système et pas, uniquement des individus que sont les médecins. Voilà, j'ai terminé. Eh ben, merci beaucoup. C'est extrêmement riche et moi, j'ai plein de trucs qui m'ont traversé l'esprit en t'écoutant évidemment. Donc, manifestement donc, tu recommandes l'ouvrage et tu pas trop de points, négatifs à souligner sur la méthode ou sur, je sais pas, une analyse ou quoi que ce soit, si je comprends bien? Alors, Globalement, la lecture était bonne? la lecture était bonne. Mon point négatif, comme d'habitude, c'est que c'est une édition qui met les notes de Heu, bas de page en fin, je vais le dire à chaque fois. je suis d'accord, donc tu peux le répéter à chaque fois. Peut-être qu'un jour, je sais pas, à force de le répéter, on va manifester quelque chose, J'avoue, je sais pas. c'est bah, trigger warning, hein, c'est un sujet très difficile. Il y a des chapitres entiers qui suivent vraiment, certains patients et bah, voilà, ça alors l'auteur, je trouve qu'il a pas mal de respect parce qu'en fait, ils changent le nom des patients et ils changent le nom des bleds où ils viennent et cetera. Ils changent le s'ils viennent de Détroit, ils vont changer le nom du quartier, ils vont OK, ou de OK. la ville parce qu'en fait, il y a des descendants et tout donc il veut pas, nommer quelqu'un. Il veut, Oui, quand ce qu'il a raconté, c'était des trajectoires qui, pour lui, voulaient bien dire des sûr. choses et c'est hyper dur. Il y a un passage, franchement, c'était très poignant parce que, on voit, bah, tout le drame que c'est la maladie, l'internement, il y en a qui résistent même, dans les femmes au foyer, il y en a une, avant ça elle a un entretien qui dit qu'elle va être, elle peut être libérée et en fait, on voit toute la colère qu'elle a envers l'institution, envers son mari, envers et on se dit: «Mais c'est des vies, qui sont brisées, quoi» et hem et chez les dans les années 60, chez les patients, qui sont des hommes noirs, on voit, le l'incapacité de et on voit tout le dossier, donc on voit le jugement, les prisons, et ensuite à Ionia, donc c'est pas juste les médecins, de Ionia, on voit l'incapacité à tous les échelons de considérer que ce qu'ils disent peut être vrai et au début, ces hommes, alors ils peuvent avoir des comportements qui ne sont pas dans la norme et tout, hein, mais au début, à chaque fois, ce qu'ils disent, c'est: «Violence policière, injustice». Et il y en a même un qui, malheur, se convertit à l'islam et en fait, tout ça, à chaque fois, c'est pris en compte, c'est dans les rapports, mais c'est considéré comme une manifestation de la maladie. Même la conversion à l'islam. Je sais pas si tu vois le et du coup, c'est enfin, Oui, oui, et c'est dur surtout à lire, quand bien sûr on a et l'individu devant soi.
Bien sûr, surtout qu'on serait sur le rapport un peu peut-être un peu inverse aujourd'hui, au contraire, où on va, quand on voit par exemple qu'on va absolument pas vouloir mettre en avant que quelqu'un de racisé peut avoir un trouble qui l'amène à commettre un délit, Mmh, là où le traitement de l'information sera plutôt porté sur ça tout de suite si la personne, est blanche. oui, Donc enfin j'essentialise un petit peu, des unes de journaux ou de chaînes télé, sur des sujets comme ça qui malheureusement bah, sont encore très, très récents et encore, il y en a encore dernièrement. Mais c'est sur le traitement, c'est un peu inverse là pour le coup. bah, Où, en enfin France, du moins en ouais. France bien sûr. Il dit Mais à là la où fin, il dit fatalement aux on a le rapport États-Unis inverse, on cache pas la chose, tu vois? On va pas se oui, dire, «Tiens, on va stigmatiser». On est sur un autre rapport de violence sur les personnes racisées dans la présentation d'une chose quand c'est une question de délit ou une question de possiblement un trouble et un mal-être qui peut mmh, amener à faire, des choses contre soi ou contre les autres. ouais, 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 ouais. Non, non, c'est, donc voilà, enfin, mon 2e, point négatif, c'est, bah, c'est pas une lecture, facile, hein, Ça émotionnellement. oui, bon c'est pas un vrai point négatif donc Oui, ça va. bah, je vais pas du coup Il dire à tout il le fait ce monde: qu'il faut. «Lisez-le». Il y Oui, a bien des gens sûr, pour voilà. qui peut-être ça va rien apporter et 3e point, c'est pas vraiment négatif non plus, hein, il a une méthode qui est vraiment de la sociologie. C'est en fait, c'est de l'histoire dans le sens où il applique Mmh. cette méthode, à une séquence, hem, ancienne, mais c'est vraiment de la sociologie. Après moi, c'est un très bon bouquin et oui, moi je le range dans ma bibliothèque histoire. J'ai appris plein de trucs historiques. Mais du coup, je trouve qu'il a très bien fait les choses. Il s'est appuyé sur Il a de bonnes beaucoup sources. ouais, il a des très bonnes sources et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les sources, les dossiers médicaux, il a consacré plusieurs chapitres pour expliquer sa méthode. Les dossiers médicaux de d'Ionia, il les traite en tant que sociologue Mmh. et mais du coup, ça enfin, moi, je trouve que ça fonctionne, c'est pour ça Oui. que dans ma catégorisation historiographique, c'était un peu de plusieurs choses parce qu'en fait, il fait pas vraiment de l'histoire, il fait de la sociologie, médicale. Oui, bah, après vu il dissimule pas ses intentions ni sa méthode, c'est vrai que voilà, c'est pas un problème, quoi. Il va pas chercher Non, à convaincre certains points qui seraient des trucs d'historiens par des méthodes qui seraient d'autres pratiques et ce qui peut-être compliquerait un petit peu la compréhension de son dessin ou de ses résultats donc non, non, c'est ça franchement, va il le fait plutôt bien donc a priori. et bah et même, c'est chouette aussi de lire, des bouquins qui parlent Ah oui, bien d'histoire, sûr. mais qui sont pas dans des méthodes 100 historiques, c'est très bien, ça tu vois, Ah bah, je ça nourrit, des pratiques, plus classiques aussi, par c'est ça, croisement, hein, c'est c'est toujours bon. ça. Donc moi, non, franchement, j'ai bien aimé. Mais donc oui, il y avait un autre truc qui m'avait traversé l'esprit sur, oui, parce que quand tu parlais là, sur le dernier point, sur les descendants et compagnie, ça me surprendrait pas que ce soit aussi lié au fait qu'on a du mal à se détacher et ça, c'est aussi, pour l'avoir un peu étudié, c'est quand même un imaginaire, très, très 20e, très 19e même en réalité et sans doute plus ancien sur, l'hérédité des maladies et l'hérédité des délits. Le fait d'être Oui, responsable parfois de ce qui se passe pour tes parents ou pour ta famille et d'avoir un possiblement des alors il y a des recherches qui aboutissent sur des mémoires génétiques, liées à des choses et cetera, des traumatismes et compagnie, qui vont dans ce sens-là, mais sans aller jusqu'au bout de il y a eu des gens qui ont tué des gens dans ta famille, donc tu es, tu peux faire possiblement la même chose. Ça va pas jusque-là, mais évidemment, c'est quand même un truc qui est très, très, très inscrit et notamment qui est aussi très inscrit culturellement. Enfin, c'est tout le 19e en littérature et dans le cinéma américain, c'est extrêmement présent, dans tout le cinéma américain, notamment lié à la maladie mentale, mais aussi, au délit et compagnie, au XXe siècle, on peut aujourd'hui et c'est ce qui amène de mon point de vue, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il peut vouloir aussi protéger des descendants, mmh, par conscience pour ces personnes-là. C'est que, bah, en réalité, il y a encore des Américains qui sont sénateurs là et cetera, qui sont républicains, qui veulent interdire les mariages mixtes, en fait. ouais, Pour ne pas complètement, souiller le sang, donc on est sur des systèmes d'eugénisme parce qu'on a l'impression que fatalement ils vont souiller quelque chose parce ils apportent des trucs, on veut pas au sein de notre propre descendance parce qu'on serait mieux qu'eux, tu vois? Donc c'est complètement. vrai que c'est assez terrible à ce niveau-là et que, malheureusement, même la culture n'aide pas toujours à casser, ces clichés-là et cet imaginaire-là qui est, a priori complètement faux et j'espère bien qu'il l'est. Donc ouais et ce qui m'a amené à tout ce que tu as dit à peut-être faire 2 recommandations,
Alors non, d'abord, oui, il y a un truc, voilà, c'est 3 points. Parce que vu que tu as fait 3 points historiques, ce qui est marrant, c'est que tu as donné l'année de 1948, qui est l'année de sortie d'un film que j'avais étudié pour un de mes mémoires, donc sur bah, justement la représentation de la folie au cinéma. Plutôt la folie blanche, hein, le cinéma américain et anglo-saxon, on va pas se mentir. Et c'est un film qui s'appelle The Snake Pit, La fosse aux Ouais, serpents, il en parle, qui est un film il y d'Anatole. consacre, Ah bah, tout un c'est un passage. très, très bon film pour le sujet, parce que c'est donc Anatole Litvak et justement l'héroïne Virginia, donc c'est une femme blanche, qui est une romancière, donc qui est une artiste, mais qui est en tout cas aussi quand même plutôt d'une je pense d'une bonne famille, enfin dans une bonne situation globale. Elle est, d'abord non non, enfin elle est d'abord victime en gros d'une dépression, mais elle est diagnostiquée schizophrène. Mais on est en 48 Et oui, en et donc 48, elle est la enfermée dépression dans n'est pas un terme médical de toute manière. Elle peut voilà. pas être Mais donc diagnostiquée. dans le sens où elle a une espèce de dépression nerveuse, enfin dans les symptômes, dans la façon de se représenter, c'est comme ça qu'on se le conçoit et comme ça qu'il s'est Aujourd'hui, ouais. présenté pour l'époque et même pour l'époque, enfin tu as l'imaginaire vraiment du mot un peu, enfin d'un imaginaire de dépression, voilà, la femme qui va pas bien dans son rôle de mère et compagnie, qui est très triste, qui est très mal, et cetera et Bah, qui finalement l'imaginaire arrive aux à l'interface. États-Unis, Oui c'est voilà, la schizophrénie, c'est la définition de la voilà. schizophrénie. Et bah, donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle est donc effectivement, on l'a dit bien, schizophrène et qu'on l'enferme et heu et que fatalement, par crise potentielle, elle peut être, dans différents services et donc parfois les services les pires, où notamment c'est les cas qui sont juste pas soignables. Mais évidemment, l'intérêt du film, c'est qu'elle aille mieux à la fin et que, en renouant avec, ses souvenirs un peu compliqués, vis-à-vis, je crois, de la mort de son père et d'un ex, un truc comme ça, donc encore lié à des mecs et cetera et où elle se sentait responsable, donc le rôle de la femme au foyer, qui doit servir l'homme quand même globalement. Elle va forcément mieux si, parce qu'elle peut faire la paix avec elle-même en gros, donc c'est un peu ça. Donc le film est d'un point de vue plastique est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'en termes de message, bah, il est terrible, mais il est hyper intéressant pour la période, donc je suis content qu'il ait un chapitre dessus parce que je conseille aux gens de le regarder. Et le problème, c'est que ça a conditionné, même malgré tout, après tellement de productions anglo-saxonnes sur le sujet jusqu'à encore aujourd'hui, que ce soit dans l'imaginaire des lieux d'enfermement des gens Mmh. qui sont malades, qui sont parfois dans le registre du film d'horreur, mais en réalité, ça crée une essentialisation de la maladie mentale qui est assez terrible encore aujourd'hui et qui, en fait, n'a pas beaucoup bougé. Et vis-à-vis aussi bah, des sujets touchés par les maladies mentales, malheureusement, c'est que la culture, en tout cas anglo-saxonne du 20e et du 21e siècle, n'aide pas les débats publics et les politiques publiques, vraiment pas. Ce qui me fait penser donc après à une autre recommandation, mais là pour le coup c'est une bonne chose, même si malheureusement l'autrice ne touchera pas d'argent, c'est La cloche de détresse, ce bel jar de Sylvia Plath, où là, clairement, c'est autobiographique. C'est dans les années 60, donc le contexte n'est pas encore le même, mais elle se met en scène en tant que jeune écrivaine en devenir et qui est clairement dans ce qu'on imaginerait comme une dépression aujourd'hui. Étant pas médecin, je veux pas dire trop de bêtises, et qui va être enfermée effectivement dans un établissement, qui va essayer de se suicider, enfin qui va vivre vraiment des choses absolument terribles. Et, là, effectivement, de même, l'intérêt, c'est on voit bien les étapes potentiellement d'être enfermé, d'être moins enfermé. Est-ce qu'elle peut sortir, est-ce qu'elle peut pas sortir, les discussions avec les médecins. Donc toute la l'espèce de parade un peu étrange avec le corps médical enfin, effectivement, c'est un classique absolument incroyable qu'il faut absolument lire, que je conseille. Et c'est aussi j'ai aussi pensé à un truc, c'est que au niveau dans les années 60, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, parce qu'on a toujours l'imaginaire où on va enfermer les gens qui ont vraiment manifesté, qui ont vraiment, fait des attentats même potentiellement pour, vraiment les droits des personnes racisées et surtout en particulier en tout cas des les populations noires aux États-Unis. Mais je crois, je suis pas sûr, c'est à vérifier, mais je crois qu'effectivement, genre, on parle souvent d'Angela Davis pour la prison qu'elle a fait pour ses actions, etc., avec le Black Panther Party, mais je crois qu'elle a aussi été internée. Oui, Et pour bah, sans doute en tant que schizophrène, même si c'est une femme, peut-être qu'elle était, c'était un autre terme ou je sais pas, mais je crois qu'elle a aussi été enfermée dans une hôpital psychiatrique et c'est vrai que ça, genre, on en parle moins. À la preuve, je suis même pas sûr, tu vois. elle a été, elle a interné, il en parle, ouais, ouais. Ah, bon, c'est bien, il parle des gens bien. Il a de très bonnes références, effectivement. Bah, alors, pour ce qui concerne la fosse aux serpents,
Donc lui, il dit que de base, le but était quand même de dénoncer, mais en fait, ça garde tous les Mmh. tropismes de, Et voilà, ben, en fait, elle va finir par être guérie et puis accessoirement être, malade, c'est donc ne pas pouvoir être une femme au foyer, hein, c'est vraiment ça. À exactement. l'époque, aux États-Unis, c'est la définition, c'est la pathologie qui est présentée dans le film, c'est, l'archétype qui est dans le manuel de la schizophrénie. Et en Mmh. fait, il fait le lien justement avec une patiente, bien réelle à Ionia et qui dit vouloir être une bonne mère et cetera, donc qui est quand même dans ce moule, qui est pas une rebelle, qui va Mmh. questionner sa place dans la société. Au contraire, elle vit la maladie comme, une cassure de la de la norma du Ité. normal, voilà, on va dire de la normalité, ouais. Mais quand même, elle sort pas en se jetant dans les bras de son mari et tout, elle sort, Non, j'imagine bien. avec, bah, avec une colère et une défiance, qui est terrible et elle, elle va et elle donc elle sort pendant 12 ans, on n'a pas de nouvelles. Elle revient, elle fait 2 autres grandes crises et en fait, la deuxième, elle a dans les 70 piges, la 3 pardon, elle a dans les 70 piges et en fait, elle est requalifiée à ce moment-là, parce que c'est les années, 60 et donc elle est requalifiée comme dépressive et du Un coup, nouveau chapitre. voilà et du coup, elle est changée de centre. Parce D'accord, qu'à ce OK. moment-là, la schizophrénie, c'est plus sa Ouais. maladie, c'est une autre maladie et bah, malheureusement, on n'a pas, la voix de ces patients. On n'a Mmh. pas, accès à eux. Qu'est-ce que ça change? Qu'on leur donne, une étiquette sur une autre. À part la certitude d'être, surtout pour les hommes noirs des années 60, bah, d'être enfermés à vie. Et d'ailleurs, il y en a dont la famille se bat en disant: «Il a purgé sa peine» et tout, puis il y en a enfin, c'est des histoires terribles. C'est parce que la question est pas est-ce que cette personne était malade ou pas? Parce que justement, il fait tout Mmh. l'historique qui montre que, il y avait des choses qui étaient pas dans la norme, et qui aujourd'hui pourraient relever d'autres, diagnostics. Mais en fait, les événements qui les mènent en prison, qui les mènent à être diagnostiqués, qui les mènent jusqu'à Ionia, mais c'est des trucs, tu as l'impression qu'il suffisait de sortir au c'est mauvais endroit, mauvais moment. C'est vraiment Ouais, c'est ouais, ouais, terrible, quoi. Il y en j'imagine a bien. un, en fait, il est conscrit, c'est les années 60, hein, c'est la guerre au Vietnam, donc il est conscrit, Mmh. il apprend à se battre, apparemment il est bien. Il a eu des problèmes dans sa jeunesse, il a fait des choses hors normes. Mais là, il est conscrit, ça se passe bien et en fait, il s on lui dit la date, l'armée lui dit la date à laquelle il doit partir, lui donne la permission pour montrer son uniforme à sa famille et entre la gare routière et son ghetto, bah, il doit marcher et il rencontre 3 blancs et de là, tout part en cacahuète et il finit à Ionia et il y meurt et tu es là, ouais, ouais, c'est hyper, La vache! ouais, parce que les 3 blancs, en gros, ils vont l'insulter en lui disant, tu que même s'il porte l'uniforme, c'est un sous-humain et cetera. Donc il va se Mmh. battre, il se bat bien, les policiers vont arriver, bim bam boum, ça c'est horrible parce que tu as vraiment l'impression que, heu, voilà, l'étiquette est une condamnation. Mais en fait, ça, c'est nous qui le voyons comme ça. On n'a pas accès Mmh. à la voix, de ces patients, de comment qu'est-ce que ça voulait dire pour eux être malade, pas être interné, être malade, on ne sait pas, tout ça, on ne sait pas. On peut pas savoir. Il a pas Mmh. retrouvé de patient. Il en a cherché 600. Et donc, justement, est-ce que, ça me fait penser aussi sur merde, la, je perds mes mots. Mais voilà, le fait que les enfants soient responsables et cetera, est-ce qu'il parle du film The Bad Seed? Qui est un film des années 60 dans mon souvenir. Il y a eu un remake que j'ai pas vu, il faudrait que je le voie, mais je pense que je vais hurler, en 2018. Ah, qui est mis comme un film d'horreur, c'est intéressant. Qui date non, de 56, pardon, et c'est, donc La Mauvaise Graine en français, et c'est, justement une petite fille, qui a l'air complètement angélique, mais, qui effectivement, a quelques problèmes qui l'amènent à être extrêmement violente dès que les on va dire les adultes ont le dos tourné, et les la
enfin, le titre annonce un peu quand même le truc, c'est que l'intérêt de faire quand même comprendre que possiblement, même si c'est une famille blanche bourgeoise et dans une société blanche bourgeoise américaine, normalement, avec vraiment en plus, c'est tout l'intérêt de la violence, c'est que justement c'est au sein de ces espaces-là, enfin le choc, ce serait parce que pas de peau, en fait, elle aurait un sang un peu vicié, quoi, la petite, c'est pas de Ah, sa faute, quoi. non, il en parle pas. Mais il dit Bah, qu'encore aujourd'hui aux États-Unis, recommandation pour se faire un petit avis sur ces questions-là, est-ce que ça dénonce? Est-ce que ça a mal vieilli et cetera? mmh, Je recommande aussi The Bad Seed de, Mervyn, LeRoy. parce par contre, il dit bien que le cliché, noir violent et homme noir violent égale schizophrène, aux États-Unis, c'est encore, dans la couverture médiatique, on y est encore à 100%, même si, médicalement, ça y est plus, hein, Oui, oui, aujourd'hui, on est on bien d'accord, bien. diagnostique plus que de la même manière, mais en fait, dans la représentation collective, ça reste, une réalité. Mmh. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est pas comme s'il y avait des représentations vraiment qui allaient contre ça, qui, pourraient aider. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bah, j'avoue que, moi, en tant qu'habitante de la France et que, pas du tout dans un milieu, sur autour de moi, j'ai pas de personnes, qui travailleraient dans le milieu, psychiatrique, tout ça. Donc vraiment, en tant que lambda total, le seul, stéréotype que j'ai entendu assez régulièrement, qui lie maladie mentale et racialisation, c'est mais donc c'est un stéréotype, hein, genre, j'imagine bien qu'il est faux. C'est, que, pour, des personnes subsahariennes, la maladie psychiatrique est une maladie de blanc. Je sais même pas te dire d'où ça sort et tout, mais ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois Bah, c'est à cause de la colonisation et derrière, c'est comme, les maladies sexuelles, hein, beaucoup de beau tu as tu as tu as un tu as un du moins, tu as un cliché qu'on entend en Occident, qui est un imaginaire apparemment asiatique, notamment en Corée, au Japon et possiblement en Chine, mais bon, la Chine après c'est tellement grand que je sais pas à quel point, mais que les maladies sexuelles viennent uniquement de l'Occident notamment et que, possiblement elles n'ont aucune emprise, chez eux. ouais, ouais, ouais. Je Voilà. pense que c'est pas que Donc ça, c'est aussi, bah, déjà les définitions des maladies psy, elles sont, aussi, promulguées par des institutions oui. blanches, elles sont basées sur des échantillons de patients qui sont à majorité Ah oui, caucasiens, bien sûr et heu, perçu par mais des je sais gens pas, ce que éduqués je selon voulais des dire, codes et c'est, machin, évidemment, ouais. je sais pas si Ça c'est joue un aussi. stéréotype qu'ont vraiment les personnes, Bah, en fait, subsahariennes. tu as une certaine réalité aussi que tu as explicité, que tu as compris en lisant l'ouvrage. C'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive, tout ce pan de la médecine, et comme le pan de la médecine en général au niveau mondial, est dicté par un système, historique, scientifique, sensible, ce que tu veux, philosophique, qui est blanc. Donc il ne peut pas considérer pleinement, convenablement l'entièreté des sujets de la planète et qui en même temps va parfois donc profiter, indirectement de ce statu quo, qui a son avantage pour orienter des choses, qui évidemment, fait des victimes et uniquement des personnes qui ne leur ressemblent pas et qui sont donc perçues comme, comme de moindre intérêt. Donc il y a un peu les 2 aspects. C'est que c'est une réalité que en fait, c'est ça, c'est que si c'est on va dire un cliché qui existe ou qui serait même très présent juste dans une région du monde précise, elle est pas surprenante comme réaction Mmh, pour se dire: «Non mais en ça fait, oui. c'est vos trucs de blanc parce que d'une, ça vient de chez vous, ça a été étudié chez vous entre guillemets, sur des sujets comme vous et que en fait les raisons que vous essayez de trouver, elles sont liées à votre mode de vie», tu vois? Enfin entre Mmh, ça, tu vois, c'est compréhensible et se dire: «Nous on n'a rien à voir avec vous, on n'a pas envie, genre vous avez assez traîné chez nous, pendant des siècles, donc en fait ça nous concerne pas». Donc c'est aussi entendable et que les arguments mis en avant en termes d'un point de vue même scientifique, sans dire que, les gens qui seraient contre ça, sont contre la science et sont débiles ou, parce que tu vois, ils ont un système de pensée qui est complètement différent et qui serait pas valable d'ailleurs. Mais voilà, c'est l'imaginaire de, ça peut pas nous concerner aussi, en tout cas dans ces termes, de cette façon-là et vous pouvez pas appliquer la chose à nous. Tu vois, il y a les 2, il y a un peu les 2. C'est que, même s'ils essayent, généralement ça crée pas les meilleures politiques sociales. Ouais, parce que depuis le 19e, globalement, on avance un petit peu là, à l'aveugle, avec une petite torche pour trouver ce qu'on peut, et ça déclenche les pires choses généralement mmh. derrière en termes de réglementation des corps et des sociétés. Et en même temps, bah voilà, je peux entendre aussi qu'ils aient cette réaction-là en disant, bah a priori, ça ne nous concerne pas de prime abord, tu Oui. vois. Oui, oui.
Donc ça s'entend. Je pense que c'est une réalité qui se justifie selon, ces 2 argumentaires-là, qui se comprennent en tout cas. Mmh. Voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour. Bah, ouais, parce qu'effectivement, je pensais absolument à d'autres aspects enfin de culturels à peut-être annoncer, qui seraient bien ou pas bien, mais c'est vrai que j'ai le film on va dire, en général quand même en plus sur la maladie mentale, est très qui sont très américanisés ou, généralement du monde anglo-saxon, ceux qui sont vraiment les plus mis en avant et généralement ont un peu les mêmes formes, les mêmes choses et sont pas forcément les mieux. Pour le coup, j'avais complètement zappé, mais là, en regardant sur Google, je suis tombé sur, j'aime beaucoup Marianne Satrapi, mais j'ai pas vu son film The Voices. J'ai pas souvenir du film The Voices, qui date de 2014. J'ai dû le voir, mais j'en ai aucun souvenir, qui vraiment traite de ça. Où là, je me dis: «Ah bah, tiens, on a peut-être un point de vue un peu différent sur la question». Mais je m'en souviens pas trop et sinon, c'est vrai que généralement, non, ça reste des blancs, par des réalisateurs blancs, pour des publics blancs et pour du grand spectacle américain, quoi. Donc c'est généralement pas très, très bon, je pense, d'un point de vue médical, en Oui, termes de représentation, quoi et oui, puis ça doit mélanger pas mal de choses. Tu vois, même au-delà d'Hitchcock, qui fait juste du spectacle, je pense que même les trucs un peu récentes, sont pas idéales, quoi. ouais, ouais, ouais. Il y a un très bon documentaire enfin bon, peut-être que ça a mal vieilli aussi, j'entendrai des critiques, mais Depardieu qui a fait, San Clemente, il y a quelques années, qui était, sur un asile, sur une île aux abords de Venise, qui était en train de fermer, donc il était allé filmer là, je crois, au moment où ça devait bientôt normalement fermer et que j'avais dû étudier aussi et enfin j'en garde un souvenir assez touchant en tout cas en termes de façon de montrer en tout cas les résidents et les interviewer un peu et les voir dans leur vie quotidienne. Voilà, Raymond Depardon, San Clemente, qui date, je pense, des années 60 justement, Mmh. qui était pas un C'était mauvais pendant film, la que j'ai bien regardé. désinstitutionnalisation, c'est pour ça qu'il fermait. Vraisemblablement, alors c'est peut-être pour des questions aussi, questions en fait financières, mais Ah bah, c'est ça. je En fait, c'est ça mais la désinstitutionnalisation, les non, États ont 82, ah ouais, pardonnez-moi. parce que Parce que les j'avais États souvenir qu'il était en coupaient. noir et blanc, donc je l'imaginais plus ancien, mais en fait non, c'était juste un choix esthétique. 82, San Clemente. Mmh. Prochain rendez-vous, à vos agendas. Alors, si je Ah, me c'est suis pas bientôt. trompée, eh ben ouais, heu, prochain rendez-vous, je propose le dimanche 21 septembre à 16h. Comme j'avais dit, hein, je laisse, les 2 qu'on n'avait pas choisis. L'atelier occidental du terrorisme, la chute de Babylone et je remplace celui qu'on a fait par, un nouveau et je me souviens que tu as besoin de choses moins violentes et du coup, j'ai proposé Le chien, histoire d'un objet de compagnie. Oui, moi je De vote pour ça. C'est possible pour moi, c'est parce que je ne peux pas avoir de chien à Paris, je veux d'y c'est aller. vrai, Je vais me mais donner des bonnes raisons de possiblement pas avoir un vouloir couper la paix. mais nous avons, notre ami axolotl qui va très bien. Oui, Janine va très bien. Alors du Janine va coup, passer 4 jours dans la baignoire, la semaine prochaine, il sera ravi. ah et ouais, c'est vrai. Oui, oui, il a la grande maison quand je ne suis pas là. Du coup, le 21 septembre à 16h, Le chien, histoire d'un objet de compagnie de Victoria Vano. Bouquin dont la première édition est 2014. Je suis curieuse et je suis très contente parce que ça fera un prochain compte rendu de lecture. Sinon, prochain rendez-vous, c'est, dès la semaine, prochaine, dans 8 jours en tout cas. C'est le 25 août, le lundi à 19h. C'est La princesse de Zanzibar, une, pour un pavé dans la mare, donc un club de lecture, beaucoup plus classique où c'est pas un compte rendu de lecture,